L'échiquier international, bienvenue à vous. L'enjeu vénézuélien après les menées américaines dépasse largement le sort personnel du président Maduro, mais s'inscrit dans un processus plus large de réorganisation du monde entre les grandes puissances, chacune définissant ses zones d'influence et ses intérêts essentiels. Une logique froide de la géopolitique en un mot, où il n'y a ni ami durable, ni fidélité sentimentale, mais seulement des intérêts. Cela répond un peu à la question lancinante, à savoir pourquoi Moscou ou Pékin ne se sont pas davantage impliqués dans la défense du président enlevé vénézuélien. Autrement dit, est-ce que sur le long terme, cette posture et le changement de la donne politique ne pourrait-elle pas se retourner contre la Chine et la Russie? Ce qui s'est passé au Venezuela est un message de Washington adressé à plusieurs protagonistes de l'ordre mondial. Preuve en est la capture du pétrolier russe au large de l'Islande, les 3 pétroliers russes. Pour être précis, on finir avec la présence chinoise en Amérique du Sud, ou en tout cas l'amoindrir, c'est ce que veut Donald Trump, ou demain encore la volonté de s'accaparer le Groenland, on atteste peut-être d'un nouvel échiquier mondial qui se met en place. Trump a bien fait comprendre que le multilatéralisme n'allait pas dans le sens des intérêts américains. Caracas en est une première démonstration. À qui le tour et comment s'y préparent les deux autres mastodontes que sont la Russie et la Chine? On en parle et c'est tout de suite. La capture d'un président en exercice, Nicolas Maduro, par les forces américaines avec Caracas, et c'est inédit concernant la région. Caracas qui a été bombardée, ça s'inscrit le tout dans la volonté de Washington de s'imposer en grande pompe, ou en grande boutine plutôt, en grande boutine militaire, dans les pays latino-américains et la région dans son ensemble, ce qui modifie, quoi qu'il en dise, la donne pour la Russie et pour la Chine. Et pour en parler, je reçois à partir de Moscou, justement, Karine Béché-Golovko, politologue et spécialiste de la Russie. Bonsoir, Karine Béché-Golovko. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Bonne année. Très bonne année à vous et à tous vos spectateurs. Alors, Karine Béché-Golovko, la capture de Nicolas Maduro, la volonté affichée de Trump de resserrer l'étau sur le Venezuela et l'Amérique du Sud et sa manne pétrolière surtout prive, quoi qu'on en dise, la Russie et la Chine d'un allié dans la région. Première question, comment ces événements ont été perçus du côté de Moscou? Qu'est-ce qui s'est dit à travers les médias? Comment ces événements ont été analysés? Alors, la Russie condamne évidemment de toute manière cette agression militaire, tout d'abord qui a été commise par les États-Unis contre le Venezuela, et ce qui est un kidnapping, un enlèvement, et viole toutes les règles du droit international. La Russie a d'ailleurs rappelé cette position lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été organisée suite à cette violation des normes internationales. Et la Russie souligne également, je dirais, l'attitude extrêmement soumise de l'Union européenne, qui ne voit strictement, globalement, rien à redire quand même à cette agression. Nous nous souviendrons des paroles de la présidente de la Commission européenne qui expliquait que de toute manière, Maduro n'était pas légitime. Donc, cela permettra une, je cite, transition démocratique. Donc maintenant, il est possible, quand c'est pour les globalistes de non seulement de trafiquer les élections dans des pays souverains et de faire pression sur ces pays comme nous l'avons vu en Moldavie, comme nous l'avons vu en Roumanie, mais également maintenant d'enlever des présidents en exercice. Je voudrais quand même souligner qu'au regard du droit pénal international, même les chefs d'État en exercice bénéficient d'une immunité totale pour leurs actes tant qu'ils sont en exercice. C'est-à-dire que même toutes les instances de droit pénal international refusent de se saisir de présidents en exercice pour mettre en place ou des procès, ou en tout cas des parodies de procès, puisque c'est malheureusement plutôt le cas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Trump, par cette action, a fait complètement voler en éclats
tout ce qui peut rester, il en restait déjà quand même très peu du droit international, et nous sommes réellement dans un seul rapport de force. C'est ce que rappelle régulièrement le ministère des Affaires étrangères russe lorsqu'il a dit que maintenant la voie est ouverte et cela crée un précédent extrêmement dangereux. L'année 2026, vous avez presque répondu à ma prochaine question, mais l'année 2026 a commencé sur les chapeaux de roue avec l'affaire vénézuélienne, c'est-à-dire l'agression armée des États-Unis contre un État souverain, vous l'avez dit. Cela remet en cause l'ordre juridique international et peut-être en changer complètement la nature. Mais que nous dit la juriste sur ce point précisément? Est-ce que c'est plutôt le retour à une forme de force ou c'est juste la conjugaison des grandes puissances à travers l'adjuvant du droit international? Alors, cela nous montre effectivement plusieurs choses. Il est important d'en tirer les leçons. Un, tout d'abord, le droit international, en tout cas l'agencement international tel qu'issu de la Seconde Guerre mondiale, a déjà été largement ébranlé par la chute de l'Union soviétique, puisque nous sommes passés d'un système bipolaire à un système unipolaire, système de la globalisation. Ce système de globalisation est actuellement très fortement contesté politiquement, puisque nous voyons bien qu'un peu partout, il a besoin de se maintenir par la force. Et nous voyons aussi que même par la force, c'est-à-dire sur le front ukrainien très concrètement et militairement dans cette guerre conduite en Ukraine contre la Russie par les atlantistes, ce système a du mal, puisque l'armée russe, elle, avance seule contre, en fait, les pays de l'OTAN. Donc, il se passe une espèce de forme de jusqu'au-boutisme, et ce qui est un peu inquiétant, c'est que d'une certaine manière, les globalistes semblent sortir du rationnel. Alors, d'une certaine manière, cela avait été annoncé globalement dans la stratégie de sécurité américaine, lorsque il était dit que les États-Unis allaient se concentrer sur leur continent. Et cela, derrière, a bien été rappelé par Rubio, le secrétaire d'État, qui a précisé et rappelé, pour ceux qui l'avaient oublié ou qui ne voulaient pas le remarquer, que, je cite globalement ces paroles, que président Trump est un président de l'action et que c'est leur hémisphère et qu'ils ont l'intention, en gros, de le gouverner. Donc le message est assez clair. Nous entrons, comme l'a dit d'ailleurs le représentant de la Russie, Vassili Nebenzia, lors de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, nous entrons dans une forme de néocolonialisme. Et ce néocolonialisme prend une dimension globale, ce qui est absolument inédit. Donc, c'est en quelque sorte la fin de ces règles de droit et d'état de droit telles que nous essayons en tout cas de les maintenir en vie jusqu'à présent. Et c'est un rapport de force pure et brutale dans un premier temps, le temps que ce centre de pouvoir qui veut absolument maîtriser les territoires et les ressources puisse établir de nouvelles règles, et cela se passera si tout le monde le laisse faire. La Russie, pour l'instant, n'a pas l'intention de le laisser faire, en tout cas. Devant cette démonstration de force américaine, les Européens ont été plutôt timorés, Maduro n'étant pas légitime d'après eux, alors qu'hier, on a démontré que si, on est revenu sur les dernières élections présidentielles au Venezuela, et on a vu qu'il y avait des nombreux observateurs internationaux, 1300 journalistes, qui, pour la plupart, ont dit qu'il n'y avait pas de fraude par rapport à ces élections. C'est une autre affaire, on en a parlé hier. Alors avec l'Ukraine, le Venezuela et peut-être demain le Groenland, Karine Béché-Golovko, les Européens, on n'a pas l'impression qu'ils s'armeront contre les volontés, les menées de Trump. Vous êtes aussi française, Karine Béché-Golovko. Comment vous expliquez que les Européens ne sont plus des sujets politiques? Comment vous expliquez que les Européens veulent absolument, ou en tout cas font tout pour sortir de l'histoire? Alors, il y a eu une douce glissade, presque imperceptible lorsqu'on l'on vivait au jour le jour, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Petit à petit, les États-Unis ont pris le contrôle politique de l'espace européen et ne l'ont pas lâché. Cela a entraîné une reconfiguration des sociétés, une reconfiguration mentale aussi des populations, c'est-à-dire une certaine vision de voir le monde qui a été changée. Et cette vision du monde, qui avant était plutôt ethnocentrée,
sur l'Europe est devenue une vision du monde totalement américano-centrée. Nous avons vu un changement des élites qui petit à petit sont restées quasiment uniquement pro-américaines. Nous avons vu une reconfiguration de tout ce qui est la culture, avec parallèlement un processus de déculturation de la véritable culture française, allemande, italienne, espagnole, etc. et son remplacement par une espèce de magma globaliste qui est en fait de la non-culture. L'essentiel étant d'avoir des élites disciplinées et un peuple qui soit suffisamment fatigué, suffisamment éprouvé aujourd'hui pour être finalement seulement capable de pouvoir sortir dans la rue, mais ne pas pouvoir produire une réelle opposition qui pourrait remettre en cause ce modèle, sachant que toute opposition qui commence à émerger, dans ce cas-là, est écrasée par la force. Donc, vous avez plusieurs facteurs, si vous voulez, qui sont mis en place, au début tout en douceur, par la séduction. Lorsque la séduction n'a pas été suffisante, dans ce cas-là, ce système est passé à la force et nous glissons petit à petit d'une forme de dictature, d'un totalitarisme soft, totalitarisme puisqu'il conduisait à un changement de l'individu de l'intérieur, à un totalitarisme de plus en plus rigide, puisque la force est désormais ouvertement employée. Je voulais parler de cet incident avec vous, Karine Béché-Golovko, avec les trois navires, les trois navires russes, le Sofia, le Marinera, c'était le 7 janvier, puis il y a eu le Olina, le 9, qui transportait du pétrole en provenance du Venezuela, qui ont été tous arraisonnés par la marine militaire américaine, mais également britannique. Alors pour les Américains, il s'agit d'une violation des sanctions américaines contre Caracas, sauf que ces bâtiments étaient interpellés après une longue course-poursuite dans les eaux internationales non loin de l'Islande. Selon le droit international, cela s'appelle un acte de piraterie, objectivement. Alors pourquoi je rappelle tout ceci, Karine Béché-Golovko? C'est pour dire que l'événement de Caracas d'il y a une semaine était aussi un message délivré envers Poutine. Tout à fait, c'est un message de force et cela remet largement en cause l'effectivité, l'efficacité de la ligne tout pour les négociations qui est tenue en Russie presque depuis le début du conflit, en tout cas qui atteint son paroxysme jusqu'au fanatisme depuis l'élection de Trump. Je voudrais rappeler juste une chose, justement sur l'arraisonnement. Vous avez entièrement raison de dire qu'il s'agit d'un acte de piraterie. La Russie l'a rappelé, c'est une violation totale du droit de la mer et des conventions internationales. Si dans les deux premiers cas, il y a eu l'aide revendiquée des Britanniques qui ont fourni une assistance technique, il faut noter quand même que dans le dernier cas, ce sont les autorités, les nouvelles autorités du Venezuela qui ont aidé les États-Unis, suite à quoi Donald Trump a déclaré que puisqu'ils étaient bien gentils et bien dociles, finalement, il n'envisagerait pas une deuxième intervention militaire contre le Venezuela. Donc cela montre à quel point finalement désormais ces nouvelles autorités sont absolument à la botte des États-Unis, ce qui revient sur le début de votre propos. La Russie peut pas aider un pays si elle ne veut pas céder elle-même. La Russie a tendu la main, elle a proposé, elle a dit officiellement et ouvertement qu'elle était prête à aider les autorités du Venezuela si elle-même était prête à céder. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. Donc, la Russie, pour l'instant, donne l'impression d'être un petit peu en position de pause, en position d'attente, puisque la situation est quand même extrêmement grave. Les conséquences sont réelles et politique et internationale. Donc, nous verrons quelle sera sa réaction. Il serait en tout cas extrêmement souhaitable qu'elle adapte sa ligne stratégique par rapport aux États-Unis et à Trump. Il serait absolument surréaliste de continuer sur la ligne de Trump est un arbitre dans sa propre guerre, les États-Unis veulent la paix, alors que nous voyons qu'ils entrent dans une phase de confrontation directe et que s'ils ne s'arrêtent pas, dans ce cas-là, ils vont avancer parce qu'ils vont évidemment sortir de leur hémisphère, c'est absolument évident. Les États-Unis discutent déjà avec les Européens sur la question des conditions de sécurité pour l'Ukraine, se pose la question d'une intervention contre l'Iran et nous voyons que comme par hasard, quand Trump a commencé à soulever la question de l'Iran, évidemment de façon tout à fait spontanée et naturelle, des manifestations monstres sont apparues dans les rues de Téhéran. Il serait quand même assez naïf de penser que réellement il n'y a strictement aucun lien entre l'apparition soudaine de ces manifestations et les paroles de Donald Trump. Donc il y a une volonté de reconquête par la force, par la violence et je dirais presque par la surprise parce que Trump
par ce comportement absolument primaire, absolument bestial, viole non seulement les règles du droit international, mais il viole également toutes les coutumes diplomatique. Et ça, le département d'État a dit aussi que le droit international, c'est très bien, mais ils vivent dans la réalité et c'est la force qui fonctionne. Donc, ils ont joué carte sur table d'une certaine manière. Maintenant, c'est à la Russie à réellement adapter sa stratégie par rapport aux États-Unis, parce que sinon c'est une stratégie qui est perdante. Et deuxièmement, à faire un petit peu le ménage quand même au niveau de ses conseillers, représentants divers et variés, qui ont passé une grande partie de leur vie à Washington, qui sont très proches, certains, de Trump, et à tel point, par exemple, je pensais à Dmitriev, qui est souvent envoyé pour les négociations, à se demander quels intérêts réellement ils défendent. C'est intéressant ce que vous dites là, Karine Béché-Golovko, parce que quand on lit la presse, on a l'impression que justement ces négociateurs sont un pont entre les Russes et les Américains. Il y en a d'un côté Jared Kushner et Steve Witkoff, et puis d'un autre, il y a certains négociateurs russes dont vous faites allusion, mais vous les critiquez, en fait, vous ne le dites pas directement, vous semblez dire qu'ils se sont peut-être trompés d'approche, ou ils n'ont pas assez défendu les intérêts russes. Qu'est-ce que vous nous dites au fond par rapport à ce point que vous venez de soulever? Alors, si l'on se place du point de vue de la stratégie du Kremlin, l'idée était d'éviter de provoquer une escalade en cherchant une possibilité de négociation. Je rappellerai quand même que à l'hiver 21-22, Poutine a rencontré Biden pour proposer une régulation politique de la question de la défense des intérêts stratégiques de la Russie. Cela n'a pas été pris en cause. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir, la Russie a cherché à mettre en place des négociateurs qui connaissaient bien les États-Unis et qui donc pouvaient également avoir, on va dire, un langage commun avec les États-Unis, toujours pour essayer de trouver un règlement politique à cette crise qui devenait extrêmement militaire. Or, le choix s'est fait sur deux personnalités. Un, Ushakov, qui est un diplomate de carrière, un étatiste. Et deuxièmement, une personnalité beaucoup plus contestable, Kirill Dmitriev, qui est né en Ukraine soviétique, donc à l'époque de l'URSS, qui est parti aux États-Unis dans le cadre d'un échange scolaire à la fin des années 80, donc toujours sur les postes soviétiques, qui n'en est pas revenu, qui a fait toutes ses études aux États-Unis, qui a fait partie de certains cabinets de conseil qui font de la propagande, de la gestion de la globalisation à l'international. Et je pensais notamment au cabinet McKinsey, qui a fait le programme Young Leaders en 2010 et qui, comme par hasard, est rentré en Russie en 2011. Donc la question se pose effectivement réellement de quels intérêts il peut défendre, surtout lorsque, si vous prenez le temps de jeter un œil sur son fil Twitter, c'est réellement de la communication pro-Trump qui est mise en place, en évitant tous les sujets qui peuvent fâcher évidemment pour la Russie, mais c'est uniquement de la communication pro-Trump. Donc il y a ici un rectificatif à faire. Ce genre de personne peut être utile dans la mesure où il est bien cadré, mais aussi dans la mesure où il peut y avoir du côté américain une véritable volonté de négociation. Or, s'il y avait déjà des doutes dès le départ, les dernières semaines montrent qu'il n'y a plus de doute à avoir et la stratégie doit sérieusement être revue. Par rapport, je reviens à l'événement du Venezuela et l'attaque américaine, on a dit qu'il y a eu un silence relatif de Poutine. Bien sûr, beaucoup se sont exprimés, des diplomates. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est exprimé. On a vu aussi Vassili Nebenza qui a prononcé un long réquisitoire contre Washington à l'ONU, au Conseil de sécurité, c'était lundi. Mais on a analysé, certains ont analysé une forme de mutisme du président Poutine pour expliquer de ne pas hériter Trump alors que se jouent des négociations cruciales sur l'Ukraine. Alors, je ne suis pas sûre qu'actuellement le processus de négociation avec l'Ukraine soit extrêmement actif, et il semblerait même plutôt que ce soit un petit peu au point mort.
En ce qui concerne le silence de Poutine, Poutine, ça n'est pas Trump, heureusement. Donc, il ne fait pas de tweets, il ne monopolise pas les réseaux sociaux, il ne fait pas des danses sur les plateaux télé et il n'a pas la vulgarité et le côté vendeur de marché qu'on peut trouver chez Trump. Spectacle, quoi. Il Donc, n'a pas le côté tout strass, à c'est fait. spectacle. Absolument. Donc, sa parole a un poids, sa parole a de la valeur, et ça, il le sait. C'est pour ça que sur les sujets graves, sa parole est rare. C'est ce qui permet d'ailleurs aussi de lui garder cette valeur. Lorsqu'il parle, ça devient un ordre politique et ça met en place une certaine ligne, un engrenage politique derrière. Donc, réagir à chaud n'a jamais été la stratégie du dirigeant russe. Il prend toujours le temps de la réflexion, voir comment la situation évolue. Pour l'instant, le ministère des Affaires étrangères réagit, c'est d'ailleurs son travail. Le ministère des Transports russe réagit, ce qui est aussi de son domaine en ce qui concerne les navires. Le ministère de la Défense fait son boulot sur le front. Et lorsque réellement il y aura un peu plus de visibilité, c'est-à-dire lorsque l'on sera un peu sorti du premier effet de la tornade, effectivement, je pense que dans ce cas-là, on le verra réapparaître. Ça ne veut pas dire qu'il doit commenter non plus tous les actes et les décisions de Trump. Il faut comprendre que la Russie fait de la diplomatie à l'ancienne, c'est-à-dire à l'époque où il y avait une véritable culture diplomatique, Pas ce qui commenté, malheureusement n'est plus le cas ni en Europe ni aux États-Unis. pas commenté Karim Béchegolovko, mais il faut dire qu'il y a quand même une pression sur Moscou. Vous nous l'avez dit, que l'OTAN avait perdu en Ukraine face à la résilience, l'intelligence, la stratégie, même le sang-froid russe. Mais Washington, d'un autre côté, il faut le reconnaître, dame le pion à Moscou sur plusieurs autres terrains internationaux. Il y a bien sûr l'allié de Moscou, Maduro, menotté, jugé comme un simple prisonnier de droit commun. Le dirigeant vénézuélien, on se rappelle, qui avait exprimé son admiration pour la Russie, tandis qu'il assistait au sommet des BRICS à Kazan 2024, qui était venu à Moscou le 9 mai dernier à l'occasion de la parade militaire sur la place Rouge. En marge de l'événement, d'ailleurs, Nicolas Maduro et Vladimir Poutine avaient discuté d'un accord de partenariat stratégique et de coopération ratifié à la fin de 2025 par la Douma d'ailleurs. Autre illustration de la perte d'un allié de Moscou cette année au profit du mondialisme ou du globalisme, comme vous le dites, le départ de Bachar al-Assad. Il y a eu la prise de l'enclave du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. On peut ajouter l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes en été dernier, où on atteste la présence de scientifiques russes. Washington peut laisser effectivement tomber ou échanger l'Ukraine, mais il s'investit ailleurs au détriment de Moscou. Je suis entièrement d'accord avec vous et cela montre que effectivement la ligne qui a été stratégique, qui a été choisie par la Russie, est une mauvaise ligne. On va rappeler les choses par leur nom. On voit que ça ne fonctionne pas avec le temps et on voit que les intentions des États-Unis de Trump finalement n'ont strictement rien changé par rapport à celle de Biden. La méthode, je dirais, est même pire en fait que celle de Biden, puisque au début il y a eu cette illusion d'une espèce de fausse gentillesse avec laquelle on peut négocier. Et finalement, pour en arriver à la force brute. Le reste ne change pas. Le but reste la défaite stratégique de la Russie. Vous avez entièrement raison. Maintenant, la Russie ne va pas jouer sur le Groenland. Ça n'est pas sa zone d'influence. La Russie doit reprendre en main son étranger proche, mais pour cela, elle doit opérer tout d'abord une révolution intérieure, mentale et idéologique. C'est-à-dire qu'elle doit reconsidérer le territoire du monde russe comme étant le territoire historiquement russe et arrêter d'avoir des complexes. Il est complètement surprenant, pour aller dans votre sens et continuer, que le tir d'Arechnik qui a été fait récemment dans la région de Lvov Le missile. a été indiqué comme étant une réponse à l'attaque qui a été faite contre la résidence de Vladimir Poutine en province. Autrement dit, est-ce à dire qu'il n'y a pas de stratégie? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette attaque contre la résidence, il n'y aurait pas eu Vous nous la besoin confirmez, de hein? faire ce tir d'Arechnik? C'est absurde. Vous nous la Donc là, confirmez, hein? effectivement. Vous nous confirmez Pardon? qu'il y a eu une attaque contre la résidence de Poutine parce que les médias européens ont réfuté l'information. Vous nous le confirmez ce soir.
Alors, je le confirme, il y a eu une attaque. Les informations ont été tirées des drones qui ont visé. Toutes ces informations ont été officiellement, et cela a été filmé, remises aux autorités américaines directement par les autorités russes. Toutes les autorités américaines ont eu ces informations et là soulèvent d'autres questions. Puisque suite à cela, la CIA déclare que finalement, rien ne prouve qu'il y a eu une attaque et dans la foulée, Trump refuse également tout à coup de reconnaître cette attaque. Cela pose une autre question. Est-ce que les États-Unis sont à ce point loin de ce qui s'est passé? Parce qu'il est évident que de toute manière, l'Ukraine seule n'aurait été absolument pas capable, n'a pas les moyens ni techniques, ni intellectuels, ni militaires pour réaliser ce genre d'opération. Donc, qui est derrière? Et là, cela soulève beaucoup d'autres questions. Et si effectivement il n'y a pas une reprise en main rapide et sérieuse de la ligne et de stratégie politique, militaire, diplomatique russe, il va y avoir de très sérieux problèmes derrière parce que comme nous le voyons et comme vous l'avez souligné à très juste titre, les États-Unis sont lancés à l'attaque, ils attaquent de façon effrontale et diverse, et en Iran, et dans l'étranger proche russe, et en touchant les soutiens de la Russie, parce que ces soutiens sont fragiles, et ils sont fragiles parce que la Russie n'ose pas réellement aller jusqu'au bout pour les soutenir. Donc là, le problème, en fait, n'est pas le fait que la Russie n'ait pas les moyens de réagir. Le fait est que, pour l'instant, il y a toujours ce paradigme issu des années 90 dont la Russie n'arrive pas à se défaire et dont il est impératif qu'elle sorte pour réellement rentrer dans une logique où elle s'assume comme une puissance qui a réellement le droit d'être souverain. Et la souveraineté, quand on est face à la globalisation, ça se gagne et ça se conquiert. Merci beaucoup Karine Béché-Golovko. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste de la Russie. Merci pour ces éclaircissements et je vous dis à bientôt. À très bientôt, merci à vous. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la suite des programmes sur L24 News et on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.